Enfin, vainqueur face à son coéquipier, Lando Norris s'impose en Autriche au terme d'un duel intense. Il se relance au championnat après un Grand Prix du Canada catastrophique. Oscar Piastri n'a pourtant rien lâché. La lutte s'annonce féroce entre les deux pilotes pour le titre. Surtout que McLaren refuse toujours les consignes. Jusqu'où ira cette rivalité ? Risque-t-elle de s'envenimer ? Un crash entre les deux hommes est-il la seule opportunité pour Max Verstappen pour revenir au championnat ? Ou encore Ferrari son dernier espoir pour s'imposer cette saison ? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1 désormais. Notez-le chaque lundi. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir. Soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer avec comme fan du paddock cette semaine. Elle courait à domicile ce week-end, enfin du moins son chouchou Max Verstappen, Miss DRS Queen, à savoir Justine Pélisson. Salut Justine. Bonjour à tous. Vas-y, on ne fait pas la tête comme ça, c'est pas grave, il va revenir Max. À ses côtés, il est le supporter numéro 1 de l'écurie de France Alpine. Pendant combien de temps encore ? Guillaume Pommier. Bonjour à tous. Alors, pendant combien de temps il est supporter ou pendant combien de temps encore française ? Les deux, mon chéri. En plateau également, il reste le fan de l'élu, Lewis Hamilton, mais continue à supporter son écurie de cœur, Mercedes, Monsieur Laurent Pantana. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. En duplex, notre tifosi, le gardien de l'église Ferrari, Alain Didica alias Don Camille. Bonjour mon père, comment ça va ? Ça va un petit peu mieux. Allez, ça se rapproche. Podium. On aligne les podiums. On va en parler de Ferrari. Et en duplex, un autre fan de la Scuderia, Mr. Outrun, portant les couleurs de Ferrari, alias Christophe de Grave. Salut Christophe. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'était juste génial ce week-end parce qu'il y avait la F1, mais il y avait aussi les 24 heures du Mans, donc c'était au top. De France. Go Red Bull. C'est Olivier qui s'est trompé. Et quant à moi, je demeure le supporter numéro 1 de Fernando Alonso. Et Pour un l'année bon prochaine, week-end. c'est son année, je vous le dis. Allez, un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de notre émission Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic, ça tombe bien, ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, donc Guillaume ne veut pas participer. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas, celui qui est tout jeune, de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. La régie, est-ce que vous avez connecté votre caméra ? Est-ce que vous êtes avec nous, la régie ? Est-ce que je vous surprends ? Est-ce que je vous ai pris de court, la régie ? Est-ce que vous avez branché votre caméra ? Apparemment, oui. Apparemment, non. Bon, vous avez 1 heure pour la brancher. Par contre, vous avez mis un formidable plan large, et je voulais tenir à remercier, puisque je l'ai sous la main, Monsieur Christophe de Grave, qui a, entre 2 pronostics foireux de refait la F1, construit des beaux décors, comme vous pouvez voir. Merci Christophe. Avec plaisir. Vraiment, c'était super cool de bosser sur ce décor. Voilà, et vous allez voir qu'il va s'enrichir. Merci aux équipes aussi. Oui, aux équipes d'Electric Dreams, notamment Et de Lilian, Underside. Luc et Antonin, qui est presque plus là, qui on peut saluer Oui. encore. Théo, Nathan, et j'en oublie certainement, et Gastien, bien sûr. Ah, bah voilà la régie. Ça y est, Qu'est-ce qu'ils ils ont sont beaux. branché voilà, vous avez vu que voilà. On est même aux couleurs de McLaren. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans cette région, on est très heureux. Du orange avec McLaren, du bleu avec... Ah oui, voilà, vous voyez, moi Allez. je suis à tous les ratelliers, mais Toi, tu as voile à vapeur. moi je suis à Val à vapeur parce que spécial Red Bull dans le quiz F1, je me suis habillé en conséquence. Mesdames, messieurs, Radio. check. Loud and clear. allez, place au débrief du Grand Prix d'Autriche. Un week-end absolument parfait pour Lando Norris. Il a dominé les essais libres, la qualification et remporté la course devant son coéquipier Oscar Piastri, qui aura pourtant tout tenté pour s'imposer au Grand Prix d'Autriche. Charles Leclerc se classe 3e ce week-end sur sa Ferrari devant son coéquipier en regain de forme, Lewis Hamilton. George Russell se classe 5e devant un étonnant Liam Lawson sur sa Racing Bulls. Fernando Alonso, le meilleur, est 7e devant son protégé Gabriel
Bortoleto. C'est dur à dire. Et enfin, Nico Hülkenberg est 9e. Le premier français, c'est Esteban Ocon, il se classe 10e. Isaac Hadjar se classe 12e. Et Pierre Gasly, 13e. Place à vos tops et on commence par la meilleure, à savoir Justine. Ah, c'est gentil. Un week-end un peu décevant pour mon écurie, mais je suis ravie aujourd'hui de mettre en avant mon top, qui est l'écurie de Kick Sauber. Vraiment un très très beau week-end pour les deux pilotes. On pense à Bortoleto dont tu viens de parler, Qui est rentré dans les points. dans les points pour la première fois. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir ces rookies qui marquent ses premiers points. Juste derrière, en plus, son agent, son coach, son plus grand supporter Alonso. Et on a vu Hülkenberg qui a fait une super aussi performance ce week-end, qui partait très très loin sur la grille et qui est remonté aussi dans le top 10. Partait P20. Il partait P20, il a fait une super remontada, 9e. 9e. Juste derrière, 8e ou 9e ? Non, 9e, 9e. exactement, 9e. Et voilà, ça fait quand même 3 courses que l'équipe marque des points, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et je crois qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau de performance en termes de points depuis 2022, depuis l'époque de Bottas. Et de Fred Vasseur était déjà là à ce moment-là, peut-être, je crois bien. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une écurie que j'apprécie énormément, un peu comme Williams. Je trouve que les deux pilotes s'entendent super bien, c'est très sain. Pareil avec la communication avec les ingénieurs. Donc, très heureuse de les mettre en top cette semaine. Le regain de forme de Sauber avant le passage de témoin l'année prochaine avec Audi, c'est plutôt une bonne nouvelle, justement, avec l'arrivée de la marque Ozano l'année prochaine. Laurent, l'effet restructuration propre à son nouveau PDG que connaît bien notre ami Monsieur Camille, mais ne remettons pas le couteau dans la plaie. Non, c'est bien. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a eu une écurie Williams plutôt forte en début de saison. Hier, ça a été le grand fiasco, on en parlera plus tard. Et du coup, de voir Sauber qui monte, ça augure quand même de choses intéressantes. C'est qu'il y a de la compétition pour la 2e, 3e et 4e place. On a oublié la première, elle est gagnée. Mais il va y avoir de la compétition sur le bas de tableau, parce que les places vont être chères en fait. Finalement, si tout le monde arrive à marquer des points, c'est intéressant. Et au début de saison, on s'est dit, Sauber, ouais. On pensait que... Et au final, c'est plutôt pas mal. Et Binotto, Camille, ancien patron de l'écurie Ferrari, écarté pour Fred Vasseur. Ça n'a jamais été mon chouchou chez Ferrari, donc je ne vais pas commencer. Non, je pense que... il y a aussi des ingénieurs dans une écurie et ce qui est amusant comme le soulève Laurent, amusant, intéressant, c'est qu'on a eu un début de saison plutôt très favorable à Williams et puis il y avait les Racing Bulls et puis là, renversement de situation. On sent que les Racing Bulls ça tâtonne, sauf que Lawson a fait un Grand Prix tout à fait remarquable, mais globalement c'était moins bien. Williams c'était catastrophique, on reviendra dessus et puis... Alpine, je ne me prononcerai pas parce que sinon... On va y revenir à Alpine. Mais d'ailleurs, passons la parole à notre alpiniste numéro 1, Guillaume. Quel est ton top cette semaine ? Mon top, c'est Lando Norris. Non. Évidemment. Non. Quelle surprise. Il a fait un week-end magistral, en fait, tout simplement. Déjà, en absolu, ça a été le meilleur pilote de tout le week-end. Alors, il avait laissé son baquet à Alex Dune pour les EL1. Mais sinon, il a gagné les EL2, il a gagné les EL3. Qui est déjà une performance. Il était en pole position avec 5 dixièmes d'avance. Alors effectivement, il y a un contexte un peu favorable puisque Piastri n'a pas pu faire son deuxième run en Q3. Mais il a quand même fait une super performance. Dans un moment où il était parfois un peu en manque de confiance, il a vraiment super bien performé. Et puis il a fait une course avec maestria. Sa plus belle course de sa carrière. Il a bien performé. Et ensuite, je pense que pour continuer, il a aussi été relativement à Piastri. Il a été meilleur. Il a battu son coéquipier à la régulière dans des circonstances difficiles avec autorité. Et parfois, on pouvait un peu critiquer Norris sur son manque d'autorité. Et ben là, il l'a été. Il a eu une super science de l'attaque et de la défense. Il y a eu 2 éléments contraires auxquels il a résisté. Le premier, c'est le DRS. C'est-à-dire, il a réussi à maintenir Piastri derrière lui pendant 20 tours, alors que lui, il avait le DRS, Piastri. Et après, il a eu le trafic. Il a ouvert la voie, il a été pénalisé par le trafic. Et Piastri a été beaucoup plus... alors, à part la manœuvre de Colapinto, on pourra en reparler, qui était totalement involontaire, il a bien géré ça et il a été magistral. Et puis je finis en disant que aussi au niveau du championnat du monde, il s'est replacé, il a montré à toute la Formule 1 qu'il fallait compter sur lui cette année et qu'il serait au rendez-vous et il reprend la confiance, il franchit les échelons pas à pas après Monaco et j'espère qu'il est en route vers une remontée et vers le titre. Donc un Norris revigoré, un Piastri le pilote australien qui a tout tenté, bien aidé par le DRS. Ça a été chaud par moment. On a eu cru d'ailleurs à un moment donné, il a loupé un freinage. Et l'écurie McLaren d'ailleurs lui a soufflé dans les bronches derrière. Est-ce que cette bonne entente peut durer ? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne penses pas qu'il faudrait
d'une part, donner une consigne une fois pour toutes, parce que là, ça aurait pu très, très mal se terminer. Pour l'instant, c'est du beau sport. Hein. Tu vois, ils essayent. La semaine dernière, Norris a tenté quelque chose qui n'est pas passé, qui ne pouvait pas passer. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est lui, c'est sorti lui. Là où ça serait un problème, c'est s'il sortait. Donc, si. Il y a 3 niveaux de problème. Le premier, là, on est au niveau le plus bas. C'est-à-dire, il a tenté quelque chose, il s'est sorti. Pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est des points pour l'écurie en moins. Et pour lui, dans l'absolu. Le deuxième niveau, ça serait, il sort son coéquipier. C'est-à-dire, c'est lui qui fait une fausse manœuvre, tu vois, dire qu'il tente quelque chose, il sort son coéquipier, parce que là, tu mets une ambiance pourrie. Et le pire, c'est le cas Rosberg, Hamilton, où les deux se rentrent dedans et les deux voitures finissent à l'arrêt. Moi, donc, pour l'instant, tant que ça roule comme ça et que ça joue à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas de souci. En revanche, je ne suis pas aussi convaincu que toi à 100% sur ce succès de Norris. Norris a été très bon, et c'est indéniable, hein, d'ailleurs. Mais par contre, moi, je l'ai trouvé fébrile à la radio, où il a dit « Donnez-moi de la puissance, et maintenant que j'en ai besoin, donnez-moi de la puissance ». J'ai senti une panique, j'ai senti un ingénieur qui le cajole. Non, mais t'inquiète, il est à telle distance, mais comme ça. C'est pas du tout les échanges qu'il y a entre l'ingénieur de Piastri et... il y a vraiment une différence. Alors, est-ce que ça se repose que sur l'ingénieur, d'une part, ou est-ce que c'est parce qu'on sait que le Norris, il a besoin de plus? Mais moi, j'ai pas vu la même course que toi. J'ai senti qu'on était en train de le masser dans le dos pour lui dire non mais t'inquiète, ça va aller. Voilà. Donc réponse de Guillaume. Non, mais je suis pas d'accord avec Laurent. Je pense qu'il y a 2 éléments conjoncturels qui expliquent les radios. Le premier, c'est que Norris, effectivement, en ce moment, il a besoin un peu de confiance par rapport à Piastri. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il peut pas lutter pour le titre pendant la saison. Et deuxième chose, il était dans le trafic. Et en fait, c'est compliqué. Comme tout le monde. Non, c'est lui qui a ouvert la voie. C'est beaucoup plus compliqué d'ouvrir la voie quand tu fais face au retardataire. Et c'était à ce moment-là où il a demandé un peu de vitesse. Non, je pense qu'il a bien maîtrisé. Il a fait une petite erreur au tout début, enfin tout à la fin du tour 10, qui effectivement a généré la passe d'armes au virage 3 et 4 sur le tour 11 entre Piastri et Norris. Mais là, encore une fois, il a eu une science parfaite de la course, c'est-à-dire qu'il a un peu ralenti pour avoir le DRS, pour repasser Piastri, c'était super bien joué, et clairement, il mérite cette victoire, il a été dominant ce week-end. Justine, on a vu en préambule du Grand Prix que l'écurie McLaren avait réussi à dédramatiser l'accident du Canada il y a 15 jours, parce qu'il s'est quand même pris le mur en touchant Piastri, l'ami Norris. Ça, il y a un vrai talent, tu parlais tout à l'heure de Mercedes, où on peut penser à McLaren du temps de Senna et Prost pour dédramatiser la situation. Est-ce que tu penses qu'à sur Red Bull? Non. Est-ce que non, là je parle. J'ai eu peur. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'irréparable va arriver et quelque part c'est peut-être la meilleure nouvelle pour Ferrari on voit pas comment Ferrari et Red Bull aujourd'hui peuvent remporter à la régulière un Grand Prix quand on voit les écarts à la fin de. Moi, je trouve on avait eu ce débat déjà il y a quelques semaines sur est-ce qu'il était important de donner une consigne ou pas aux pilotes. Et là, je trouve ça intéressant de s'expliquer. Au contraire, la consigne était donnée, c'était vous faites votre course et on va pas donner de consigne à un pilote de dépasser l'autre ou de favoriser l'un ou l'autre. Donc ça, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que là, sur ce Grand Prix, il y a quelques occasions, notamment le virage dont tu parlais, on les a vus vraiment très très proches. Piastri, il est repassé devant Norris est repassé. On a vu vraiment, il y a des moments où ils ont failli quand même rentrer en contact, mais ils l'ont pas fait. Donc après, je pense que c'est quand même 2 pilotes très intelligents. Ils sont à ils se rapprochent. L'écart entre eux se rapproche. Donc je pense qu'il y a trop d'enjeux. Mais à voir au fur et à mesure de la saison, je pense que si Ferrari revient en force, il y aura peut-être de la pression qui va remonter si Max revient. Mais je sais pas. Moi, en tout cas, je suis ravie de voir qu'il n'y a pas de consigne pour l'instant et qu'on laisse la course se jouer. À voir après. Laurent, donc Camille Laurent signalait le différence de caractère entre un côté quelqu'un d'assez fébrile et nerveux, Norris, c'est quelqu'un d'assez froid, Oscar Piastri. On a vu pourtant que sur la fin, Piastri s'est un peu énervé envers son ancienne écurie Alpine. Si oui. Je parle à donc Camille d'abord. Ah pardon. Camille, regardez devant vous, vous êtes mieux. Voilà. Allez-y donc. Je dirais que je souscris totalement à ce que Justine vient de dire, tant par le fait de ne pas donner de consignes, 2, en faisant confiance aux pilotes qui sont vraiment très très bons, 3, en ne glorifiant pas l'exploit de Norris. Il a très bien conduit avec la meilleure voiture. Voilà, c'est pas pour ça qu'on va... Piastri aussi a la meilleure voiture, hein, après tout. Oui, j'entends bien, mais bon, de là en faire un plat, oui, il a été meilleur que Piastri
je dirais tout le week-end, c'est bon. Voilà. Piastri commence à s'énerver un petit peu quand même. On l'a vu avec Alpine. Hein. C'est drôle. C'est assez Ouais, nouveau. mais je d'ailleurs- Attends. Avec Alpine, faut Non, mais- modérer quand même. Bah non, il faut je quand me même- mets non, 2 mais- secondes à sa place. Je vois Colapinto qui effectivement n'a pas fait exprès. Ouais. Peut-être qu'il a même pas été informé par son équipe. c'est Donc, Qui est le cas. Non, mais- et là, il y a de quoi un peu s'énerver. D'ailleurs, quand on le voit dans la voiture, on ne voit pas à quel point il est dans l'herbe, quoi. Enfin, Ouais. dans l'herbe, même dans la Ça aurait poussière. pu très mal se terminer. C'est vrai. Et ça aurait pu mal se terminer. Ça se passe vite. Donc voilà. Mais ça, c'est pour moi un vrai incident de course. On ne peut pas blâmer. Nicolas Voilà, Pinto a été là-dessus. pénalisé. Voilà. Bon, moi, un j'ai quand peu même- énervé, oui. J'ai quand même été surpris. Hein. C'est quelqu'un qui fait preuve d'un calme olympien. Je me dis qu'au fur et à mesure de l'avancée du championnat, on n'est qu'à la mi-saison. Ses propos étaient Un violents. accident peut vite arriver entre deux équipiers. Dieu sait s'ils mettent les Ouais. formes et qu'ils sont sincères, je pense, dans leur Oui, mais, approche. rebelote, comme dit Justine, quoi. Ils aviseront si Ferrari remonte fort et que ça devient beaucoup plus On serré. va en parler. Ici, il n'y a pas de raison, quoi. Juste deux mots sur la sortie Piastri. Je pense qu'on peut quand même. Alors évidemment, il a le droit d'être agacé. Je pense que n'importe quel pilote l'aurait été à Tu sa rappelles place. ce qu'il a dit en Bah, quelques du coup, mots, alors, en bon, bipant le mot, s'il te on peut, plaît. on peut rappeler le contexte. En fait, il y a une bagarre entre Colapinto et Tsunoda pour une place d'honneur, voilà, la dernière ou l'avant-dernière, je sais plus. Enfin, Pas une très place loin. d'honneur, là, en l'occurrence. Et Piastri arrivait effectivement et il y avait drapeau bleu. Et Colapinto, en fait, qui était en lutte avec Piastri, il l'a pas vu, il a un petit peu tassé sans faire exprès, il Avec s'est Yuki. retrouvé 2 roues dans l'herbe. 4. Oui, Piastri Deux a ou vraiment quatre, été bref. totalement. Et alors juste, donc moi il y a deux choses, tu vois, évidemment, et je suis d'accord avec Alain, on peut être, il doit légitimement être agacé par ça, mais on peut aussi souligner qu'il a quand même clairement manqué d'élégance Je suis d'accord. sur sa réaction. Alors tout le monde dit que Piastri c'est un monstre génial, froid, non, pas ce week-end. Pourquoi d'élégance Pas ce week-end. Il a ses émotions comme les autres. Il n'est pas forcément mieux que les autres. Et je trouvais que c'était très inélégant par rapport à Alpine, surtout qu'honnêtement, dans l'affaire, je pense qu'il est aussi, lui, pas forcément. Il a dit que Alpine continuait à le pardon. Il a dit que voilà, Alpine, enfin 3 ans après, ils continuent encore ils ont encore trouvé les moyens de. Donc voilà. De me biper. De me biper. Voilà, de me biper. Je trouve que c'est juste inélégant. Alors bien sûr, ça peut arriver. C'est un jeune pilote. Ça n'enlève absolument rien à son talent. Mais il n'était pas forcément obligé de dire ça. Allez, Christophe, pour conclure, il est vrai qu'il faut se souvenir que Alpine avait dorloté pendant des années à Piastri. Oui. Il a bien formé, je pense. Il a formé, a investi beaucoup d'argent dans les écuries juniors et l'a fait tourner en F1. Pour finalement le voir signer, l'annoncer. Non. Si je peux terminer, les amis. Un peu raccourci, là. L'annoncer chez Tu fais profil Alpine. bas dans ce cas-là. Voilà, et puis Voilà. lui contredire en disant non, j'ai rien signé chez Alpine et je vais chez McLaren. Christophe. Oui, effectivement, c'est un peu ça en fait. Enfin, il y avait une énorme erreur de communication de la part de Alpine concernant Piastri. Après, Piastri n'a pas été beaucoup plus élégant. Et effectivement, cette semaine, je trouve que Piastri était beaucoup moins élégant que Max Verstappen, qui s'est lui vraiment fait sortir et qui était hyper empathique en fait vis-à-vis de Kimi Antonelli. Et franchement, bravo. De son bravo futur à lui, coéquipier. de tenir- Il y avait peut-être Ouais, il y avait son peut-être futur des raisons coéquipier. sous-jacentes. Hein. Bon, c'est Oui, Si ça avait été mais George quand même, Russell, on en c'est- reparlait. Hein. C'est ça. Alors par contre, C'est sûr. pour en revenir à McLaren, en fait, qui est en pleine domination, hein, enfin ils ont vraiment la voiture en fait qui renverse tout le monde, qui vole au-dessus de tout le monde. Malgré tout, aujourd'hui, on a quelque chose qu'on n'a jamais eu avec Red Bull. C'est deux pilotes qui se battent. C'est quand même du spectacle. Tu te souviens à l'époque où en fait on avait Max qui était devant tout le temps. Bah, finalement, tu le voyais pas en fait, tout simplement parce qu'il était 30 secondes devant tout le monde, voire 1 minute presque, et que la télévision s'en désintéressait complètement. Ici, c'est pas du tout le cas parce qu'il y a de la bataille. En fait, il y a de la bagarre. À l'avant, et ça c'est drôlement intéressant, d'autant plus que c'est une vraie prise de risque et que McLaren est, je trouvais, hyper sportif vis-à-vis de ça en fait, comme très peu d'écuries l'ont été avant eux, quoi. Donc bravo à eux. Franchement, c'est super cool. Après, c'est vrai que est-ce que Oscar aurait pu rattraper sans Antonelli en fait son coéquipier? Peut-être. Est-ce que Oscar aurait pu Est-ce que Oscar a eu la bonne stratégie en fait au niveau changement de pneus parce qu'il a été servi un peu tard? Peut-être aussi. Est-ce que McLaren a fait ce choix de servir plus tard notre ami Oscar en sachant que de toute façon il serait deuxième et que du coup ça a évité la bagarre en première place et deuxième place?
peut-être aussi en fait. Donc ouais, c'est un peu les constats qu'on peut faire aujourd'hui. Guillaume, pour conclure. Pour l'arrêt au stand, il l'a quand même demandé. Ce qui est super bien chez McLaren, alors je suis d'accord pour dire qu'on a 2 pilotes et tout, c'est trop cool, ça rappelle Mercedes avec Rosberg Hamilton, donc c'est depuis 2016 quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas une lutte vraiment pour le Chez titre. Red Bull, c'était compliqué. Voilà, donc c'est super, franchement, et ça c'est trop bien. Juste et ce que fait très bien McLaren, c'est les fameuses Papay Rules, c'est qu'ils les autorisent en fait à se battre, et ils sont super réglo, et alors, contrairement à Mercedes, Red Bull ou Ferrari, ils demandent aux pilotes ce qu'ils veulent et ils exécutent. Et en fait, Andrea Stella, je pense, a demandé, ou Zach Brown, je sais plus, enfin bref, ou l'ingénieur, on a demandé à Piastri s'il préférait s'arrêter maintenant avec un delta de 1 seconde 5 ou après avec un delta 4 secondes et c'est plus frais, c'est lui qui a choisi les 4 secondes. Donc, c'est Norris, non ? C'est pas Norris qui. Enfin, c'était le pilote qui était à l'avant qui a pu choisir. C'est Piastri qui a choisi. Alors je pense que, à mon avis, ça arrangeait bien McLaren parce qu'il y avait quand même eu cette manœuvre très très risqué de Piastri, et je pense qu'il y a eu une négociation de la Papaya Rule pour dire je pense qu'il était bien content en fait que Piastri prenne un peu de retard, parce que clairement sa manœuvre, il l'a avoué lui-même à la fin, elle était beaucoup trop risquée, et il aurait pu envoyer les deux voitures au tapis, au virage 4, voilà, juste avant. Allez, c'est assez parlé de McLaren, on enchaîne avec le top de Laurent. Mon top, c'est Fernando Alonso. Sans déconner. Ouais, une fois n'est pas coutume, mais c'est pas. Écoute, tu cherches un pilote pour Mercedes l'année prochaine ? Non, pas du tout. Il faut quand même regarder le talent pur. Non. Faut quand même l'élégance. La maestria. Bon, vas-y, fais mon top alors. Non, je dis juste que quand tu regardes Alonso, il fait plaisir. Ça reste un méchant combattant. Il est beau gosse. Il est bien. Hein. Ouais. Bon. Que c'est pas ça. Je trouve qu'il a quand même fait, c'est solide, 11e en qualif, 7e en course, il s'est battu quelques fois, et je trouve qu'il a apporté une image, en fait, j'ai trouvé un peu insipide, moi, la course hier, si tu veux, quand tu as entre le 3e et le 4e, il y en a 5 ou 6 qui sont les autres sont à un tour. Enfin bon, tu vois, c'est un peu... tu vois, heureusement qu'il y a eu un peu de baston, et limite un mauvais freinage de Piastri pour qu'on ait l'impression, mais je trouve que les stratégies n'ont pas été bonnes, et j'en parlerai dans mon flop. Fernando. Mais Fernando m'a fait plaisir, j'ai trouvé sympa, j'ai adoré son geste à la fin avec Bortoleto, j'ai trouvé... Il se bonifie un peu à la Vettel, c'est ça ? Exactement, il se vétélise, c'est-à-dire qu'il passe d'un qu'il était comme Vettel, mais non, mais comme Vettel, tu vois, avec son doigt. Non. Et ben, je l'ai trouvé intéressant, et ça m'a fait plaisir. Dans tes tops, je suis très déçu. Il n'existe même pas, Stroll. Stroll, il faut le dégager, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Tu vois, le jour où Q3 16e, il n'a pas dépassé la. Non, mais c'est une farce. C'est une farce. Donc, Camille, votre top cette semaine. Moi, j'ai mis notre ami le Brésilien Bortoleto. Gabriele. Oui, parce que là, franchement, Hülkenberg, on l'a déjà dit, enfin moi je l'ai dit en tout cas lors d'une précédente émission, est quelqu'un d'extrêmement consistant, hyper sous-évalué et qui n'a pas fait les bons choix de carrière. Chapeau, quoi. Il a été devant tout le temps sur un circuit qui est très demandeur à tout niveau, pendant les qualifs, en course. 8e. Rien à dire, il a tout maîtrisé, jusque même à la fin du Grand Prix où il aurait pu un peu perdre les pédales, pas du tout. Donc, mon chapeau, il est jeune, il est un peu plus en retrait que les autres parce que peut-être un peu moins bavard, un peu moins exubérant. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il sort de Formule 2 avec le titre. Il est très bon. Il n'est pas flamboyant, mais il est très bon. Donc, voilà. Il a gagné en F2, il a gagné en F4, il a gagné en F3, je crois aussi. Oui, voilà. C'est un futur grand. Christophe, ton côté, quel est ton top cette semaine ? Alors, mon top, c'est, à la grande surprise de tous, c'est nos amis de chez Ferrari. Parce qu'ils sont revenus deuxième, à 1 point de Mercedes, donc il n'y a pas beaucoup de marge, mais ils reprennent quand même une certaine vigueur, ce qui est plutôt sympa avec ce nouveau fond plat qui est arrivé. Et puis, c'est pas tout, parce qu'on attend effectivement la suspension arrière qui devrait arriver au prochain Grand Prix ou bien au Grand Prix d'après, et qui devrait leur donner un peu de marge de manœuvre par rapport à la compétition. Après,
ils sauront sans doute jamais aller récupérer McLaren, ça c'est une certitude. Et puis, tu vois, je trouve que Charles, il est toujours là au bon moment. La qualification a été quand même pas nulle. Il a montré les dents. Il a même battu Oscar sur le jeu de la qualification. Hamilton, visiblement, fait des déclarations comme quoi il est plutôt pas mal en fait dans sa Ferrari aujourd'hui. Quand même à 10 secondes de Charles. Et puis surtout, on voit, et ça c'est assez marrant comme constat, c'est qu'effectivement tu as les McLaren, puis après tu as 20 secondes, et puis après tu as les Ferrari, et puis tu as encore 30 secondes, et puis tu as le reste de la grille en fait. Et puis il y a ceux qui se prennent un tour, etc., etc. Et donc tu as vraiment 3 mondes aujourd'hui, en tout cas sur la dernière course, on s'entend, c'est pas une règle, mais sur la dernière course, en fait tu as vraiment le championnat McLaren, le championnat Ferrari, et puis après tu as les autres. C'est un petit peu ce que tu as aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que Ferrari se débrouille pas mal pour le moment avec toute cette difficulté de faire face au bruit de couloir, tu vois, à toute cette pression médiatique, etc. Je trouve que finalement, ils s'en sortent plutôt pas mal. Attends mon flop. Seconde place de Charles Leclerc, en qualif, tu l'as dit, mais quand même à une demi-seconde des McLaren. Oui. Donc, ça en dit quand même beaucoup sur la maestria d'abord de Norris sur cet exercice ce week-end, mais également le potentiel de cette voiture. On peut vraiment s'interroger, Christophe Doncamy, sur la capacité de Ferrari à gagner à la régulière cette année. On est déjà à la mi-saison, il y a encore des évolutions qui vont mettre du temps à se mettre en place. Mais à un moment donné, il faudra passer sur le programme de l'année prochaine, et on sait qu'il est vital. Donc, c'est déjà fait. Voilà. C'est déjà fait. Ils n'ont pas abandonné là encore le programme 2025, Christophe, mais ils continuent le développement. C'est fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la suspension qui arrive, et puis après, c'est terminé. Et il n'y a plus une seule heure de soufflerie qui est attribuée à 2025. Donc, c'est que la voiture 2026 chez Ferrari. L'enjeu, c'est savoir comment la direction de Ferrari les patrons de la famille Agnelli va accepter de signer pour une année de plus, alors qu'ils s'attendaient cette année au moins à signer des victoires. L'année dernière, la saison d'Ancami avait été sauvée par la victoire à Monza et la victoire à Monaco de Leclerc et à Monza de Sainz. Ouais, moi je ne serais pas aussi catégorique que ça. Je dis, je ne suis pas tout à fait objectif parce que j'adore Fred Vasseur et vraiment je considère que c'est top niveau. Petite précision, et après on verra ce que nous raconte Laurent sur le fait de donner un flop à Ferrari. Je n'ai pas très bien compris. Ça viendra. Que j'avoue que je n'ai pas très bien compris dans un premier temps pourquoi on sortait Charles alors que Charles était très consistant à ce moment-là. Il n'empêche quand même que dans le deuxième tiers de la course, Charles allait aussi vite que les McLaren. Ça a duré 10, 12, 15 tours, quelque chose comme ça. Ce qui est frappant avec McLaren, c'est bon partout et tout le temps. Alors là, gagner à la régulière contre eux, je ne sais pas comment on peut le faire. Qu'il fasse chaud, froid, que ce soit le début de la course, le milieu de la course ou la fin de la course, ils sont toujours devant. Là, c'est compliqué, quoi. Les Ferrari, elles sont entrées à 2 moments et ça devient assez récurrent. C'est toujours évidemment aux essais, mais il y a eu un progrès, donc j'en conviens, ce que tu dis Christophe. Et la deuxième chose, ils sont quand même toujours un petit peu à la traîne au début d'un Grand Prix. C'est pas simple, donc voilà. Après, ils sont extrêmement consistants. Voilà. Quant au... faut pas oublier non plus, pour casser un petit peu ton optimisme et que je comprends et que je soutiens, c'est le fait que Max n'était pas là. Donc voilà, je modère un peu. Oui, effectivement. T'as raison. Après, il ne faut pas oublier aussi, c'était assez marrant de voir cette stat, les pilotes de Ferrari sont les seuls à avoir terminé tous les tours depuis le début de la saison. Et ça, c'est cool aussi. En termes de consistance, ça se pose là quand même. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le résultat un peu mitigé, certes, mais en progrès de Lewis. Faut pas oublier que le Red Bull Ring n'a jamais souri à Lewis. Il a une victoire là-dessus, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. C'est un circuit qu'il n'aime pas trop. Et il a quand même vachement bien roulé. Voilà. Bon, toi, de mon côté, c'est Alex Dune. C'est aussi un pilote essayeur, un pilote McLaren et pilote essayeur McLaren qui s'est classé pilote irlandais de mémoire. C'est 4e en FP1, ce qui est assez rare pour être souligné. Alors d'accord, c'est la meilleure voiture du plateau, mais c'est pas forcément le circuit le plus facile. Ça montre en tout cas le réservoir de jeunes pilotes de McLaren qui est vraiment impressionnant. Et puis il ne sort pas de nulle part, ce garçon, puisqu'il lutte pour la tête du championnat en Formule 2. Il a fini 6e de la course de Formule 2 samedi, 2e dimanche avant d'être disqualifié.
Donc c'est un futur grand. Si j'étais Piastri et si j'étais Norris, je m'inquiéterais un petit peu. On passe à nos flops avec Justine. Flop de ce week-end, mon écurie Red Bull, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai l'impression que Red Bull ces dernières courses, en fait, un sentiment un peu d'abandon. Red Bull est plus trop présente, on n'a pas des bons résultats. Max avait l'air de tellement galérer dans sa voiture. Il faut rappeler qu'il part 7e au tout début de la course. Et en fait, il y a cet accrochage malheureux avec Kimi Antonelli. Alors, assez étonnamment, et Christophe, tu l'as soulevé, c'est vrai que Max a une super réaction, très humble. Il a vraiment reconnu que tous les pilotes étaient passés par là, que c'était pas une erreur volontaire et qu'évidemment, c'était pas grave. Le premier, exactement. Mais bon, ce qui était assez triste, c'est que évidemment, ça a mis fin à la série des 77 courses d'affilée où Red Bull était dans les points, évidemment mené que par Max, parce que je tiens à rappeler il y a un seul baquet dans cette écurie, c'est hallucinant. Et l'autre côté très noir, c'est juste que Yuki Tsunoda est nulle part. C'était hallucinant. Il nous a refait des masterclass en se prenant la tête avec Cola Pinto. Non. Oui. Non, je sais pas. J'ai trouvé que c'est vraiment un goût de très grosse déception. Après, je souhaite à Max là, c'était vraiment malencontreux. Et en plus, il lui reste 15 points sur il sa n'a super pas licence. dépassé les Q3. Il a fini. Oui, puis lui-même disait à la fin, en fait, dans ses interviews post-race, il disait, je sais pas ce que je fais de mal, mais je ne sens pas la voiture. Ça se passe pas bien. Et en fait, on sent un Yuki dépité. Et Max, qui lui a l'habitude de manipuler cette voiture, on sentait vraiment que ce week-end, il n'était pas du tout à l'aise pendant les qualifs. Une réaction aux performances des Red Bull. Max qui a quand même été gêné par le drapeau jaune en qualif. Il aurait pu être beaucoup plus haut. Ouais, alors je pense que c'est très conjoncturel, Max. C'est-à-dire qu'il est gêné par le double 360 de Gasly en qualif, et puis il se fait effectivement taper par Antonelli. Il peut absolument rien. Je pense que Verstappen est quand même cette année l'arbre qui cache la forêt Red Bull, qui est beaucoup moins verte qu'avant. Totalement. Et je me demande s'ils sont pas juste la régulière, sa voiture, elle est peut-être 10e, 10-12e en fait, sans Max. Et en fait, quand tu vois quand même que Lawson, qui était nulle part chez Red Bull, il fait 6e là. On le rappelle pas. Et que Tsunoda, en fait, qui était bon au départ chez Racing Bull, maintenant il est dernier sur la Red Bull, il y a quand même un vrai problème. Alors, ils n'arrivent vraiment pas, en fait, elle n'a pas de grip cette voiture. C'est-à-dire que Perez l'a dit, Lawson l'a dit, Tsunoda le dit, il n'y a que Verstappen qui arrive à la faire marcher, encore en trouvant des réglages un peu aléatoires à chaque Grand Prix et en maximisant son talent, mais sinon ils sont un peu nulle part en fait, et donc qu'une voiture, l'autre elle n'arrive pas à la faire marcher, parce que je pense que Verstappen est juste suroptimiste ce qu'il a, et puis ils sont en train de détruire la confiance mentale de Tsunoda. Le mec il est nulle part maintenant, il était bon en fait, ils l'ont détruit mentalement en fait. Ouais, je pense. Ouais, Guillaume, en réalité, tu vois, cette histoire de second baquet Red Bull, cette fois-ci, en fait, je trouve que Tsunoda l'a fait mentir, en fait, parce qu'il a quand même terminé devant Max. Ouais. Bravo. Okay. Heureusement pour Red Bull, effectivement, tu l'as dit, l'écurie sœur a assuré ce week-end avec la bonne surprise, le retour de Liam Lawson, qui lui avait été détruit en début de saison. Il a fait 2 courses avant de se faire rétrograder. 6e devant Max en qualif, qui a fini 7e, même s'il a été gêné par un drapeau jaune. Et puis il termine 6e de résistant durant toute la course à Fernando Alonso. Oui, je te voyais un petit peu surréagir, Laurent, de ton côté. Liam Lawson, il est en train de tout doucement de se reconstruire. Hein. Oui, et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Non, ce qui me fait peur pour Red Bull, ils me font penser à des Walking Dead. C'est-à-dire, en fait, depuis longtemps, on dit... Des morts vivants. Ouais, on a l'impression que l'écurie, elle souffre, il y a quelque chose qui va vraiment, vraiment mal. Même Dr Helmut Marko, il dit des choses gentilles. Ah, je vais me faire remplacer par Vettel, tu vois. Alors que d'habitude, il a quand même la baffe qui sort de la bouche, quoi. Donc, les dents qui touchent par terre. Et plus. Non, mais du coup, j'ai l'impression que c'est une petite mort, en fait. C'est une petite mort avec la fuite des cerveaux, avec, tu vois... Et même, tu vois, la réaction de Max quand il se baquet. Tu vois, moi, alors après, j'ai vu un post qui m'a fait rire en disant que Max, après, il voulait regarder les 24 heures de Spa. Il a regardé les Spa. Et c'est pour ça qu'on s'en fichait, en fait, qu'il s'en fichait de partir. Mais j'ai trouvé que sa réaction était presque, pour moi, bored et lassé, en fait. Lassé de cette voiture. Il est sorti au début, il a dit, fucking idiots. Donc ça l'a énervé. Mais ensuite, il sort de cette voiture. Et tu le sens chill, genre juste il fait un coucou, mais en mode dépité, mais... C'était pas Russell. C'est quand même une écurie qui lui a quand même offert 4 titres de champion du monde. Ouais, mais tu vois, moi je l'aurais vu tellement... Enfin, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il était un peu, même plus dans sa course, quoi. Il est sorti de sa course et voilà, c'est bon. Il est rentré, il a enlevé son casque, alors que l'autre, il était tout gêné, Antonelli, il avait gardé son casque. Et Max, tu le voyais se balader comme ça, il allait voir son petit 24 heures du Spa et tout. Enfin, c'était assez lunaire comme scène. Antonelli est allé le voir dans sa room. Et il s'est excusé et Max a été très en disant c'est cool qu'il soit venu aussi vite après avoir vu les images et tout. Donc,
à suivre. Mais voilà, mon gros flop du week-end, parce qu'évidemment, une grosse déception. Et là, les points se creusent énormément avec les deux leaders McLaren. Donc, je pense que Max dit carrément au revoir à son un 5e titre. Et ouais, 5e. Oui, il a 4, mais ça, un 5e titre. Mais par contre, peut-être que ça va lui être permet dur, d'activer sa clause de départ plus tôt. Et si au final, il se laisse dépasser peut-être par des Ferrari qui remontent. Il est peut-être déjà parti ailleurs. On en Exactement. parlera dans quelques semaines. Si Maybe on a plus Mercedes. d'infos. On enchaîne avec Guillaume pour son flop. Bah, moi, c'est comme Justine, c'est mon écurie. Je vais dire Alpine. Alors, je suis très triste de le dire, mais le constat est sans appel après 11 courses, donc à une course de la mi-saison. C'est qu'Alpine est aujourd'hui la dernière force du plateau. On est derrière, on est loin derrière. On a parlé la semaine dernière de la gouvernance d'Alpine où ça va pas, où clairement il y a beaucoup d'instabilité. Et sur la piste, au niveau sportif, ben, ça va pas non plus. Les performances sont pas bonnes, très en dessous de ce que souhaite Alpine. Il y a eu l'embellie Gasly en qualification, puisqu'il arrive à optimiser son matériel pour faire une Q3 et aller chercher une belle position. Après les incidents du début de course, il est 6e sur pneu tendre. Belle course. Donc bon début de course, mais en fait après il y a un déficit en course, de performance en course chez Alpine. Je sais pas, de gestion des pneus, de moteur, on le sait. Mais clairement, la performance. Il évoque des dégâts sur sa voiture. Il a évoqué des dégâts, mais on ne sait pas, tu vois. On n'est pas sûr. Que la Pinto, pareil, il est quand même loin derrière, très loin derrière. Ça fait maintenant 5 courses, donc son contrat presque est achevé. Il n'a pas vraiment prouvé, il n'a pas fait mieux que Douane. Donc je suis très inquiet pour l'avenir. Il a dit qu'il était confiant. Ouais. Il a pris beaucoup de risques. Je suis très inquiet pour l'avenir de l'écurie. Et, voilà, on va en parler j'espère dans un que ça va aller mieux. Christophe, après. tu partages ton pessimisme pour ton flop d'Alpine, mon cher Christophe? Oui, ben, du coup, en fait, moi, je vais étendre ça à carrément la France en Formule 1, tu vois. Parce que, et c'est pas un truc qui me fait plaisir, mais c'est juste, en fait, si on fait le constat aujourd'hui, globalement, dans le top 5, il n'y a pas un pilote français. Globalement, dans le top 10, il y a un pilote français, je pense. Du côté de Alpine, tout simplement, Guillaume vient de raconter tout ce qui se passe. Alpine en 2026, c'est Alpine avec un moteur Mercedes, donc c'est-à-dire au maximum ce à quoi ils peuvent s'attendre, c'est un moteur Mercedes en fait du même acabit en fait que la Mercedes. Et encore, on n'est pas sûr. Et puis en termes d'aéro, aujourd'hui, en fait, Alpine est nulle part, en fait. Donc, si c'est pas l'aéro qui va sauver Alpine en 2026, quoi, a priori. On a un team lead qui, au départ, devait être team lead, et puis finalement pas, parce qu'il n'avait pas la licence, puis finalement oui, etc. Puis finalement, quelqu'un va venir le rejoindre, etc. Enfin, c'est vraiment la galère complète. Et puis, si on prend Adjar, aujourd'hui, Adjar, qui est le Français qui semble le mieux se débrouiller dans les rookies, a priori, devrait être attendu pour, devinez quoi, le siège numéro 2 de Red Bull. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec le siège numéro 2 de Red Bull? On en a déjà une petite idée, sauf si Max, évidemment, s'envole. Fred Vasseur, qui est sous la pression permanente en fait, chez Ferrari, et qu'on dit ne plus voir chez Ferrari en 2026, donc encore un Français. Et ça, globalement, en fait, on peut continuer comme ça, ad vitam aeternam. Donc, en fait... Christophe, t'as oublié Castellet. C'est déjà mort et enterré, le Castellet. T'as raison, Guillaume. La paire du Castellet, qui est vraiment, c'est hyper gonflant, quoi. Tu vois, moi, franchement, le circuit d'Autriche, est reconduit en fait pour à peu près 50 ans. Et à côté de ça, en fait, t'as le Castellet en fait qui s'est battu, qui a perdu. T'as Spa-Francorchamps qui a du mal à renouveler chaque année. T'as l'Italie, en fait, on leur dit ouais, mais c'est bien en fait. C'est un truc de dingue aujourd'hui, en fait, la France en Formule 1. J'espère vraiment que 2026 sera un nouveau monde pour les bleus, blancs, rouges, franchement. Alors, tu parlais des Français, justement, très belle course d'Esteban Ocon qui s'est qualifié très loin, 17e, belle remontée jusqu'à, même un exploit, on peut dire, jusqu'à la 10e place. Déception en revanche pour Isaac Adjar, qualifié 13e, il finit à la 12e place. Dominé pour la première fois ce week-end par son coéquipier Liam Lawson, qui lui a fini 6e. Et enfin, bien sûr, Gasly qui a eu beaucoup de difficultés. Ce week-end, ton flop cette semaine, Laurent? Écoute, il y avait un flop facile, c'était Mercedes, parce que Mercedes était nulle part. Bon, alors Mercedes, on savait qu'il serait nulle part pour une raison simple, c'est qu'il faisait chaud. Et que dès qu'il fait chaud, Mercedes est à la ramasse. C'est juste Antonelli qui a oublié de freiner. Attends. Et derrière, tu as Anthony, mais tu vois, qui te fait cette erreur. Alors c'est une erreur
C'est intéressant, les images. Hein. Et le courage de donner ton flop. Allez, assume. Alors, Non, mais attends, il y a quand même un truc en fait par rapport à Kimi. Ouais. Ok, il a fait cette erreur, ok, il est rentré dans Max, mais par contre, le move de malade qu'il était en train de nous faire, c'était un truc de génie. Hein. Oui, mais Ouais, ça enfin, n'allait jamais c'est marcher, ça un n'allait move pas de- passer. Arrêtez, sérieusement. Ça C'est allait un move de jamais passer. F2, hein, c'est pas un move de Non, F1. Hein. C'est les gars, exactement le même accident qu'il y a eu en je sais F2 pas, mais ce week-end. Non, Non, mais là, ça sérieusement. n'allait pas passer. Est-ce qu'il y a moyen que Regardez Laurent la parle de diagonale, son en fait, flop là? Moi, je l'attends. Alors vas-y ton flop. Donc, Ferrari. j'ai été. Alors, tu vas voir, c'est Ferrari et McLaren indirectement. Je trouve que la stratégie sur le pilote 2, elle est étonnante. Alors, chez McLaren, on a posé la question au pilote sur ce qu'il voulait faire, il a accepté. Chez Ferrari, on a posé la question au pilote sur ce qu'il voulait faire et on l'a pas. Et En on l'a pas l'occurrence, dit. Hamilton. Et on l'a Qui a pas dit écouté. quoi Bah, remets dans le contexte. Donc en fait, je suis hyper emmerdé parce que on est en train d'essayer de trouver des pistes pour se battre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois où est le 5e. Hein, donc ils finissent 3e et 4e et le 5e il est dans les limbes. Donc tu peux tenter quelque chose. Tu peux te dire je tente quelque chose. Et en fait, ils font une stratégie où ils dupliquent la stratégie de celui qui est devant, à savoir Charles Leclerc. Et en plus, c'est pas la stratégie que veut Hamilton. Ouais. Donc je me dis putain, tu es dans une opportunité, tu as une opportunité où tu peux tenter quelque chose. Il y avait 20 secondes d'avance quoi. Exactement, tente quelque chose. Et en fait, la seule chose qu'on fait, c'est de dupliquer la stratégie de Leclerc. Donc en fait, on n'a aucune chance. Et donc, je trouve que je suis en colère contre la deuxième partie de la course. Non, contre la deuxième partie de l'écurie, puisque en fait, une écurie, c'est trois choses. Hein. C'est à la fois l'écurie, c'est-à-dire comment on maximise les points pour gagner, mais c'est quand même deux pilotes qui sont en compétition. Et en fait, on a l'impression qu'on veut protéger encore une fois Charles, le fameux élu, divin chez. Non, là, L'élu, c'est Lewis. Non, c'est Lewis. Non, l'élu, c'est toi, tu l'appelles Messieurs, l'élu. Mais messieurs, chez c'est Ferrari, Christophe qui a dit élu, c'est non, c'est pas moi. Donc Et- réponse de Camille, s'il vous plaît. Non, mais là, franchement, là, tu te fais un peu, Là. je sais pas moi, prendre par celui qui est ton élu. Mais je ne suis pas critique comme Guillaume à ce sujet-là. Mais franchement, non. Sincèrement, je peux pas être d'accord. D'ailleurs, le body language de Lewis à la fin du Grand Prix était assez clair à ce niveau-là, quoi. Il n'avait pas l'air d'être fâché ou quoi que ce soit. Donc, non, faut sincèrement. D'abord, en plus, je pense pas que c'était nécessairement une bonne idée. Je pense que Ferrari n'avait pas les armes pour aller chercher McLaren, point barre, quelles que soient les circonstances. Donc, à partir de là, prends une stratégie sûre, claire et nette. T'as pas besoin d'essayer de faire du gambling parce que derrière, ils sont tellement loin qu'il y a zéro problème là-dessus. Arrive, terminé, prends 3-4 et au revoir, terminé Cosette, quoi. Non, allez. Puisque tu as la parole, donc Camille, on enchaîne avec ton flop. Ouais, ben mon flop, c'est un flop triste, mais c'est Williams, là, il commence à être dans le dur depuis quelques temps, et là, pour le coup, franchement, aux essais, un oui, l'autre non, à la course, il y en a un qui ne démarre même pas, l'autre qui fait 17 tours, ils sont un peu dans le dur, et puis il y a une accumulation d'abandon, ce qui en Formule 1 aujourd'hui est quand même vachement rare, donc ouais, il faut que James Wolfe remotive clairement les troupes, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et qui en plus est incompréhensible, puisque eux-mêmes disaient on va se remettre dans le sens de la marche au Red Bull Ring. La question sens de la marche, ça n'a pas été terrible, quoi. Mon flop de mon côté, c'est Carlos Sainz Senior, le papa, hein, le pilote double champion du monde de rallye, qui renonce à l'élection à la présidence de la FIA. Moi, je me délectais d'une campagne européenne face à l'actuel président Mohamed Ben Sulayem, si je ne me trompe pas, et il renonce, il jette l'éponge. J'aimerais bien savoir pourquoi, d'ailleurs. moi je te le dis pourquoi. Alors vas-y. Parce que Ben Sulayem a loqué tous les votes. Il a fait le tour de toutes les... parce que en fait, c'est une fédération. Et donc, en fait, tu vas voir chaque automobile club régionaux. Qu'est-ce que ça lui coûtait de quand même se présenter? Rien, parce que tu n'as strictement aucune chance de gagner. Il a fait le tour de toutes les popotes. Il leur a dit, voilà. Et donc, les gars ont voté par anticipation. Ils ont fait un témoignage en disant, on votera. Donc, du coup, il a déjà quasiment la majorité des votes. Donc, en fait, c'est juste une manipulation du sport, comme toujours, par toujours les mêmes personnes. Donc, c'est dommage. Au championnat, malgré sa seconde place, Oscar Piastri garde la tête du classement des pilotes. L'écart se resserre tout de même avec Lando Norris, qui est à 15 points de retard seulement. Max est en revanche 3e et décroche après son abandon avec 61 points de retard. 4e place pour George Russell devant les pilotes Ferrari, Leclerc et Hamilton. Le premier français, c'est encore Esteban Ocon à la 9e place,
Adjar décroche également et il passe de la 10 à la 11e place. En championnat constructeur, qu'est-ce que ça donne? Regardez, McLaren a 207 points d'avance sur Ferrari désormais, qui pointe à la seconde place, qui a quand même dépassé Mercedes d'un petit point. Les Red Bull sont 4e avec 47 points de retard sur les Mercedes. Laurent, une réaction? Non, c'est sur tout à l'heure, on parlait de fin de tableau, et en fait, on se rend compte qu'il y a 3 écuries qui sont en 3 points pour la 9e, 8e et 7e place. Donc, il va y avoir, en fin de championnat, une grosse baston dans cette partie-là, dans cette zone-là du classement. On va nous remettre le classement un instant pour qu'on voit ça. Et effectivement, le dernier du championnat, 10e, ça reste Alpine avec 11 points. Une situation pour Alpine qui ne peut pas durer, si bien qu'une rumeur de dernière minute vient de débarquer. On en parle dans le prochain chapitre. Selon le site The Race, et repris cette semaine par Auto Hebdo, Flavio Briatore lorgnerait du côté de Valtteri Bottas pour remplacer Franco Colapinto, l'ancien pilote bien sûr Mercedes et Sauber. Valtteri Bottas, est-ce que vous croyez à cette rumeur, Guillaume? En vrai, je ne crois pas trop. Il y a 15 jours, on parlait de Pérez. Maintenant, on parle de Bottas. On parle un peu de tous les pilotes susceptibles de revenir en Formule 1. Je pense que Bottas, c'est quand même plus proche de Cadillac que d'Alpine, alors sauf revirement de situation, on ne sait jamais en c'est Formule 1. C'est ce qu'on avait vu avec les publications sur ses réseaux sociaux, je crois qu'on a une vidéo qui l'illustre, mais ça c'est pour l'année prochaine, il peut encore courir si on le veut pour Alpine. Regardez, on le voit faire un jeu de cette erreur, on se dit c'est quoi cette voiture? C'est une Cadillac, regarde, elle est confortable, elle est puissante, une manière d'annoncer son arrivée l'année prochaine, mais entre Cadillac et Alpine, tu ne serais pas tenté de choisir Alpine, toi, qui est une curie déjà établie? La méchante question. Ta question est embarrassante. Tu vois. Oui, c'est pour ça que tu la poses. Assume. Non, il faut bien constater quand ça va pas, tu vois, pour s'améliorer. Moi aujourd'hui, si je suis Bottas ou un pilote, toi, tu vas chez Cadillac. Moi honnêtement, je prends Cadillac. Non, mais au-delà de la français, moi je vais chez Alpine parce que je suis français, tu vois. Ouais. Mais Bottas n'est pas français, donc il n'a pas de lien forcément avec Alpine et voilà. Non, mais je pense qu'en fait le problème d'Alpine, c'est pas un problème de pilote. C'est-à-dire, c'est un Gasly, un excellent pilote et il n'arrive pas à rentrer dans les points. C'est un problème de voiture, c'est un problème de performance. Non. C'est aussi un problème de pilote. Ils ont besoin d'engranger des points. Flavio ne veut pas terminer dernier du championnat et c'est vrai qu'en prenant un pilote d'expérience, il peut espérer engranger quelques points. L'Argentin vient de dépasser son cinquième Grand Prix comme avant lui, Douane l'avait eu. On peut se dire, tu as eu 5 Grands Prix. On passe au suivant. La vraie difficulté pour Alpine, Laurent, c'est que c'est un gros pourvoyeur de sponsors, Colapinto. Oui, tout à fait. C'est on en avait parlé, on a fait une émission là-dessus, donc sur combien il amène de sponsors et surtout au Sud-Américain avec lui. Non, c'est chaud. Il y a quand même un argument concernant Valtteri Bottas, c'est qu'il connaît parfaitement le moteur Mercedes. Tout à fait. Donc en fait, c'est pour ça même qu'il avait été, rappelle-toi, envisagé quand Stroll ne pouvait pas courir, de se dire, tout le monde a dit, mais comment c'est possible qu'il aille chez Aston? Et tout le monde a dit, oui, mais il maîtrise le moteur Mercedes et donc il n'y a pas de problème de conflit. Donc oui, ça pourrait être effectivement une piste. C'est un expert du moteur Mercedes. Ça sera plus le même, les gars, en 2026. Justement, mais de manière... Là, faire le bridge, quoi. Toi, tu dirais que Colapinto... Moi, je pense qu'il a déjà fait des essais et le lien avec l'écurie l'écurie Mercedes aussi, tu vois. Il fait des essais en simulateur, là, déjà, avec le nouveau moteur. Donc, il a quand même des choses à communiquer. Ça lui permet de rouler. Moi, je suis très La réponse au prochain épisode d'On refait la F1. On va s'intéresser à l'événement de la semaine après le Grand Prix d'Autriche, bien sûr. Il s'agit de la sortie du film F1, bien sûr. C'était l'événement de la semaine dernière, la sortie du film F1 avec Brad Pitt. Vraiment, Apple, une boîte qu'on connaît bien, avec On refait le Mac, qui a rassemblé une équipe de haut vol pour y parvenir. Derrière la caméra, il y avait Joseph Kosinski, qui n'est autre que le réalisateur du célèbre Top Gun Maverick. Parmi les producteurs figure Jerry Bruckheimer, qui est également le producteur de Top Gun et de tous les grands succès hollywoodiens de ces 30 dernières années. Et puis un certain Lewis Hamilton comme consultant de luxe, le champion de F1 qui est directeur de la production et qui a vraiment ouvert les portes du paddock et a participé grandement, selon lui, au réalisme de ce Grand Prix avec près de 5000 heures de rush, avec 28 caméras sur les circuits. Bref, les amis, on a été tous le voir, presque tous et toutes ensemble, la semaine dernière. À nos frères, on s'est fait plaisir. Comment avez-vous trouvé? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Comment ça, Guillaume? Oui, on a passé un bon moment, déjà parce qu'on était ensemble, donc c'était super sympa de le voir au cinéma tous ensemble, enfin presque tous ensemble. On a été le voir aussi en format 4D,
ça, comme on dit, 4DX, pardon, que ça bougeait pas mal, donc c'était sympa. Gros budget pour. Voilà, donc, merci Olivier. Et sur le film, moi, ma réaction, c'est un bon film avec un bon scénario, scénario classique, mais un bon scénario. Ça reste fidèle à la F1, tu trouves, par rapport à ce qui a été produit moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la qualité des images et le réalisme du film et des images. Et ce que j'ai un peu, alors c'est pas que j'ai moins aimé, mais ce qu'on peut aussi souligner, c'est que parfois il y a peut-être un peu un manque de réalisme sur le déroulé des courses. Quand on connaît bien la Formule 1 et ses règles, il y a des choses qui sont un peu difficilement possibles dans la vraie vie. Maintenant, ceux qui connaissent moins la Formule 1, ils vont bien aimer. Et c'est un peu la F1 à la sauce hollywoodienne et c'est réussi. Et j'espère que ça va être un très beau succès qui va contribuer au progrès de développement de la F1 partout dans le monde. Justine. Oui, ça rappelle un peu la massification. Nous, Non, j'y suis allée la veille, je pouvais pas attendre. Ouais. Mais ça rappelle un peu le côté Drive to Survive de Netflix, qui est un peu hors contexte, qui rend cette Formule 1 accessible, un peu dramatique. Lewis a bien réagi sur ça en disant le but de ce film, c'était de mettre la sauce hollywoodienne. C'était un grand film hollywoodien. Le but, c'était pas de faire vraiment juste un documentaire sur la F1 qui aurait sûrement attiré beaucoup moins de personnes. Ouais, mais il y a pas mal d'incohérences qu'on a pu voir, qu'on a pu nous souligner en équipe. Et après, moi, il y a des choses, par exemple, sur la manière dont les femmes sont dépeintes. C'est vrai que c'est marrant parce que vraiment la Formule 1 essaye de féminiser son image. Et j'ai trouvé ça marrant, un peu décevant de voir qu'au final, on était retourné vraiment en arrière en voyant des différents rôles attribués aux femmes. On ne spoil pas. J'ai pas spoilé, mais mais regarde, après, une elle est histoire dominée par d'amour, Brad Pitt, on c'est peut lui le qui va dire. lui dicter quoi faire. Il y a quand même des incohérences et je suis pas sûre que ce soit très valorisant pour la fille qui est au pit stop et qui rate son truc et du coup après c'est Brad Pitt qui va l'aider. On est tout le temps relayé en deuxième. Deuxième rôle. Mais en tout cas, non, très bon film, on a spoilé la intéressant. sortie de route quand même. Je partage l'avis de Guillaume, en tout cas. Laurent, brièvement, parce qu'on est très en retard. Je vais être d'accord pour une fois avec Guillaume. Et quand on voit Top Gun, la première chose qui sort après Top Gun, c'est les gens vont dire mais ça c'est possible, ça on peut pas le faire sans pas les pilotes. Et donc c'est normal que les passionnés de Formule 1 ou les experts ne retrouvent pas quelque chose de parfait. En revanche, je pense que ça va donner la possibilité à un grand nombre de personnes et possiblement des enfants, plus jeunes, de voir quelque chose d'assez impressionnant. Je pense qu'il y aura un effet vraiment rajeunissement comme il y a eu avec Drive to Survive. Ouais, je pense que ça va donner la possibilité de découvrir finalement ce côté un peu extrême qu'on aime de la Formule 1. Et en ça, je me dis, ça ne peut être qu'une bonne chose, qu'une nouvelle génération, possiblement aussi des filles. Moi, je suis tombé amoureux de la fille de Hülkenberg ce week-end. Donc voilà, si vous n'avez pas, on l'a pas dans la Minasta. Allez chercher la fille semaine prochaine. Ah bon, d'accord. Voilà. Et donc je trouve que c'est génial que des gamines s'intéressent au foot. À la F1. Ça y est, prêt. Donc Ami, est-ce que tu as passé un bon moment? Oui, je sais, bien arrosé, mais est-ce que tu as aimé le film? Non, mais j'ai passé un très bon moment, mais déjà je suis pas... je suis déjà fan de Top Gun. Alors, si on est fan de Top Gun, on sera fan du. Alors, c'est vraiment un copier-coller du scénario de Top Gun. Vous enlevez les avions, mettez des F1, c'est la même histoire. Oui, le passage de témoin entre le vieux et le jeune pilote. Voilà, mais je suis bon public, quoi. Moi, j'ai adoré ça, donc j'ai adoré ça, c'est normal. C'est maintenant, quelqu'un qui n'a pas aimé Top Gun, faut pas aller voir le film, quoi. Parce que c'est, comme on dit, c'est les mêmes ficelles, c'est le même truc. Mais c'était génial, très bien filmé. Moi, j'ai adoré. Petit défaut, c'est que quand il faisait dans la salle, le 4DX, ça t'a traumatisé. Aspergé, pas du tout, c'était de l'eau, dommage, mais bon. Le 4DX, rappelons que c'est des cinémas, notamment chez Pathé, qui permettent vraiment de s'immerger dans les films avec les sièges qui bougent. Et effectivement, vous traversez une rivière, il y a de l'eau qui est projetée. Et là, pour le champagne sur le podium, c'était pas du champagne, évidemment, c'était de l'eau. Christophe, ton avis sur ce film? Alors, je pense qu'il y a effectivement... j'ai adoré d'abord les goodies qui sont disponibles. Toi, tu l'as eu, nous, on n'a pas eu. On est triste. Qui sont disponibles au cinéma, donc ça, c'est plutôt cool. C'est les pots à popcorn. Nous, on l'a pas eu, ça. Non. Ou alors, les chroniqueurs n'ont pas voulu les payer. En forme de casque. Donc voilà, ça, c'était cool. L'autre chose, en fait, c'est le divertissement. Donc, au niveau du divertissement, ça, il n'y a pas à dire. En fait, c'est tout ce que vous avez déjà dit. Donc, je ne vais pas forcément répéter, mais... C'est un chouette moment à passer avec des potes, avec sa famille, etc., etc. Par contre, les premières minutes du film m'ont complètement sorti du film, donc je pouvais juste plus y croire après. Le fait d'avoir sur la piste des vrais Formule 1 et à côté de ça, en fait, des monoplaces, mais qui sont pas du tout de la même taille que les Formule
moi, ça m'a sorti mais direct du film. Et du coup, en fait, j'y croyais plus, quoi. Les voitures de Apex, donc l'équipe en question, étaient toutes petites par rapport aux autres. J'imagine que c'est des Formule 3, en fait. Ils ont Formule 2 modifiée. Les deux modifiés. Formule 2, j'ai pas fait gaffe. Moi. Et donc, c'est trop petit. Et tu le vois à l'image. Ouais. Les ingés images, en fait, n'ont même pas... avec le casque. Sorry. Châssis naturel, il revient à galop. D'accord. Mais donc nous, regardez la directrice technique. Chacun son truc. Non, bon, vous avez plutôt aimé. Est-ce que ça a été un succès? Regardez, on a préparé une petite slide en France. On l'a comparé notamment au film de référence qui est alors, qu'est-ce qu'on a comme slide? Je ne me souviens plus de la régie. Si vous l'avez diffusé, voilà, on l'a comparé à Top Gun. Vous avez le budget de Top Gun à gauche autour des 180 millions de dollars. Wow. Le budget de F1, c'est entre 200 et 300 millions de dollars. À ce jour, aux États-Unis, bien que le premier week-end d'exploitation de Top Gun était sur 3 jours et non pas 2 jours, ils avaient dépassé les 126 millions de dollars. On est à 55,6. C'est bien. Enfin, c'est pas au niveau de Top Gun tout de même. Non. Juste une petite chose, Oli. Ouais. Aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, on est à 150 millions d'euros, en fait. Ouais. Bah, écoute, c'est énorme. Je pense que c'est pas bien comparé avec Top Gun Maverick, tu vois. Pourquoi c'est pas bien? Ils reprennent le même scénariste, le même réalisateur, le même producteur, mais non, faire aussi bien. Mais c'est le deuxième, donc en fait, t'as tous les fans de Top Gun. Ça fait 30 ans. Il a 35 ans, le premier. Post-Covid, qui est sorti post-Covid. La génération Top Gun, qui est pas la mienne, ils veulent tous aller voir la 2. Et ma génération, on a été biberonné à Top Gun pendant 30 ans, on est curieux d'aller voir le 2. Donc ça n'a rien à voir. Je veux dire, si on arrive déjà à faire la moitié de Top Gun, ce serait déjà un super film, tu vois. Je suis d'accord. Et si on fait mieux, tant mieux, tu vois. Voilà. Et là, c'est le printemps du cinéma en France, donc je pense que ça va vachement jouer aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, aussi, pour revenir dessus, c'est vraiment hyper important, mais le film a coûté 200 millions d'euros, je pense, quelque chose comme ça. Entre 200 et 300 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Moi, j'ai vu entre 150 et 200, mais ok. Ça dépend si c'est la police. Vu les dégâts qu'il y a eu dans la voiture d'Apex. Voilà. Effectivement. Oui. Mais de l'autre côté, ils ont déjà rentré 150 millions, donc le film est déjà presque break-even, donc à son équilibre financier. Il va falloir encore attendre quelques jours et puis ce sera OK, en fait. Donc finalement, c'est quand même un beau succès. Oui. OK, tu le compares à Top Gun, mais je pense que c'est pas du tout les mêmes moments, en fait, de sortie, comme le disait Guillaume. En fait, t'es à la sortie du Covid, c'est effectivement un film que tout le monde va aller voir. Et ici, finalement, on se retrouve avec un beau succès malgré tout. En fait, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. En France, les entrées seraient autour des 320 000 entrées pour le premier jour, dont 120 000 en avant-première de la veille le samedi soir. Ça, c'est voilà, c'est ça. Et si on compte le premier week-end complet de Top Gun, on serait à 1 500 000. Donc, ça rapporte de 1 à 3 quand même. Bon, après, je veux bien entendre ceux qui disent que c'est un succès, mais on est quand même à rapport de 1 à 3 par rapport à la sortie de Top Gun. Il a coûté beaucoup moins cher. Je pense que comparaison n'est pas raison. Non, mais attends, tu as vu la promo qu'il y a eu d'Apple? Moi, c'est la première fois que je reçois des notifications officielles d'Apple, ce qui m'a plutôt énervé quand on veut être pour la confidentialité des données. T'es dans la cible. Pour aller voir un film, quoi. J'ai acheté un téléphone, c'est pas pour qu'on m'incite à aller voir un film. Olivier, tu compares en fait au niveau statistique, au niveau chiffre, tu prends une zone de temps, une période de temps très déterminée. Oui. Mais c'est pas parce que sur la première période de temps, le film va faire un énorme carton, va faire x3 par rapport à un autre, que pour autant l'autre film ne va pas sur une durée de 2 semaines ou de 3 semaines complètement le dépasser, tu vois. Donc on aura les chiffres d'Apple si je peux terminer, en fait, communiquer la meilleure comparaison, c'est plutôt avec Rush ou Le Mans, tu vois. Ouais. Là, tu peux comparer en fait. Là, tu as des comparaisons un peu pertinentes parce que t'as pas de suite, c'est un truc un petit peu nouveau sur l'histoire de la F1 ou du sport automobile. Pas les mêmes moyens, les amis. Non, bien sûr. C'est pas les mêmes moyens marketing non plus. Effectivement. Avec Matt Damon dans Le Mans. Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale a réalisé finalement 1,1 million d'entrées en France en 2019. Donc, ils ont déjà fait plus quasiment en un week-end, mais c'est pas du tout le même budget et c'est pas du tout le même public et la même cible, c'est clair. Allez, on aura l'occasion de revenir sur ce chiffre. C'est le moment, les amis. So box. De votre séquence préférée, le quiz est fin, bien sûr. Alors, je me suis habillé en Red Bull. J'ai mis des rayures pour m'amincir, mais ça marche pas quand c'est à l'intérieur. Donc, place au moment que vous attendez tous, surtout du côté gauche là. De ma gauche, le quiz est fin. Et cette semaine, on met les gaz avec une édition spéciale Red Bull Racing, les amis. Comme Mac, je vais abandonner. Saurez-vous trouver ces figures clés qui ont marqué l'histoire de l'écurie autrichienne?
6 questions, 4 indices, pardon, et une question subsidiaire pour départager les meilleurs. Est-ce que vous êtes prêts? Main sur le volant, casque serré, ceinture bouclée. Tout. Concentrez-vous, mademoiselle. Première fois que tu as gagné. Je suis un pilote Red Bull. J'ai été longtemps le plus jeune Verstappen. vainqueur Non. de Grand Prix de F1. Ce n'est pas Verstappen. Le C'est premier. Vettel. Ah non. Sébastien Vettel. Bonne réponse de Don Camille. Ouais. J'ai été longtemps le plus jeune champion du monde de F1. Sébastien Vettel. Je suis quadruple champion du monde et mon nom est évoqué pour remplacer, tu en parlais tout à l'heure, Helmut Marko. Super. Un autre, le beau gosse quand même, hein, il est beau. Vettel, ouais, quelle classe. Un autre pilote Red Bull. J'ai succédé à Sébastien Vettel chez Red Bull. Ricciardo. Non. J'ai Fiat. Kiat. Daniel Kiat, bonne réponse de Laurent Pantanard. J'étais préféré à Jean-Éric Vergne, mon coéquipier chez Toro Rosso pour rejoindre l'écurie Red Bull. Et j'ai été par la suite remplacé par Max Verstappen et rétrogradé chez Toro Rosso. Et je suis un pilote russe, Daniel Kiat. C'est le père de la fille adoptive de Max Verstappen. Voilà. Alors, on enchaîne avec un autre pilote Red Bull. Est-ce que vous êtes prêts? Je te regarde. Hein. Je suis connu pour cette réplique après une victoire tendue face à Max. Face à Weber. Ah non, même pas le temps de finir. Attends, je répète. Je suis connu pour cette réplique après une victoire tendue face à Sébastien Vettel. Not bad for a number to drive. Après une victoire tendue, donc c'était, tu l'as dit, Weber. c'était Mark Webber, tu as raison. 4 points pour Guillaume. J'ai été le premier équipier de Sébastien Vettel chez Red Bull. Autre réplique célèbre. Une question là, tu rigoles. Non, mais j'ai eu de la chance. Je pensais à autre chose et je pensais m'être trompé. Bah écoute, Multi-21, Ok, Multi-21, allez, tu pensais à ça. Multi-21. Et avant de courir pour Red Bull, j'ai été pilote pour Williams, Jaguar et Minardi. Un pilote Red Bull. J'ai rejoint l'écurie Red Bull dès sa création en 2005. Pas possible. David Coulthard, bonne réponse de Guillaume. Avant Red Bull, j'ai été le coéquipier de Kimi Räikkönen chez McLaren. J'ai été vice-champion du monde de F1 en 2001 et je suis un pilote écossais. Le belâtre, David Coulthard, il vieillit bien. Moi qu'on puisse dire, regardez. 60 balais, hein. Regardez. Un membre clé de l'écurie Red Bull. Je suis un ancien pilote qui a terminé sa carrière en F3000. Ce n'est pas Marco. Ah. Je suis un ancien pilote qui a terminé sa carrière en F3000. Horner. Christian Horner, bien sûr. J'ai été le plus jeune team principal de l'histoire du paddock. C'est soit Marco, soit Christian. Bah oui. Mais dis-le. Ah oui, Oui, mais c'est comme Kia, je le savais, je dis pas, j'ose pas. Mais je sais, mais j'ose pas, j'ai Je peur suis de marié à une conneries. Spice Girl et on annonce mon renvoi à C'est tous les bête. Grands Prix ou presque. Ça fait combien en régie? Moi, j'ai peur de trucs. Alors, il y a 8 8, points 4. pour Guillaume, 8 points pour Laurent et 4 points pour Alain. Ok, c'est pas donc terminé. Il reste encore une question et une question subsidiaire. Je suis également un membre clé de l'écurie Red Bull. On peut même me conjuguer au passé d'ailleurs. J'ai rejoint Williams, McLaren et Red Bull et à chaque fois, cela nous a conduit au titre mondial Adrian Newey. Ouais, vous voyez, je baisse le niveau et il gagne à chaque fois. Quoi. C'est terrible. Ouais. Non, bravo. Très belle. Franchement, ouais. Bravo, franchement bravo. Je suis connu pour me balader sur la pit lane avec mon carnet et mon crayon à papier pour réaliser des croquis. C'est assez marrant de le voir. J'ai quitté Red Bull pour Aston Martin et mon salaire est digne d'un pilote de F1. On parle de 36 millions d'euros, les amis, par an. Adrian Newey. Allez, pour le plaisir, la question facultative. Combien de Grands Prix l'écurie Red Bull a-t-elle remporté depuis sa création? Le plus proche à gagner, ou la plus proche? 200. 200 pour Laurent. Donc Camille. Non, c'est moins. Oui, c'est moins. Bah, combien? C'est moins, je dirais, 140. 140. Christophe. 170. Guillaume. Je dirais un peu moins quand même encore. Je sais pas. 115. Justine. Moi, j'aurais dit 80, mais c'est vraiment très bas. Et la bonne réponse est 123. Bonne réponse. Ah, bravo. C'est Guillaume qui la gagne encore. Bravo, Guillaume.
Magistrate. Je fais briller Alpine, mais voilà. Je fais briller Alpine, mais sur les plateaux. Tout à fait. Mais écoute, tu devrais prendre la direction de l'écurie alpine. Ça devrait marcher à tous les coups. Mais, je veux bien faire un ticket avec Eric Boulier. Donc, Voilà. si jamais Eric est partant, on y va sur le projet. Allez, on enchaîne avec candidate. la minute Bon courage, les Insta. Évidemment, Minute Insta, comment ne pas parler encore une fois de la performance de Brad Pitt au volant, non pas de la voiture du film, mais de la McLaren. Regardez, très fit, malgré que ce soit un sexagénaire désormais. Voilà, plutôt beau gosse. Il aurait même reçu des sollicitations de plusieurs écuries pour courir en GT. On pense notamment au 24 heures du Mans. Et voilà, il est très affûté, le garçon. Ça va être d'être une star J'adore. de cinéma. Voilà, et on a trouvé ça mignon tout plein. On vous donne des nouvelles de Rubens Barrichello, l'ancien pilote Ferrari et coéquipier de Michael Schumacher, qui est, vous le savez, un pilote passionné et qui a réalisé avec son fils au volant de ça. Il court en stock car en Brésil. Et regardez, il n'a pas pu retenir ses larmes. Plutôt une séquence émotion à des années de ce que peut faire un Jos Verstappen. Regardez, il court avec son fils. Ah. Il est trop ému. C'est sûr que c'est des années-lumière de Yos. Hein. Oh. C'est chou. C'est mignon tout plein, Laurent. Ah, ouais. C'est loin de Yos, hein, c'est sûr. Mm. Et puis, exclusif, on peut vous déjà dire quelle voiture va utiliser l'année prochaine Max Verstappen. Regardez, c'est exclusif. On refait la F1 et ça décoiffe. J'ai peur. Il est tranquille. Chill. Tranquille. Mais il est marrant. Chill. Ouais, le début de la vidéo est génial. Il est allé faire ses courses, il a un sac à dos, il a des courses à la main, il Bah oui. jette les courses dans la voiture, il prend la voiture, et en fait tu te dis, en fait le mec est normal, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? tellement C'est juste ouf. Excusez quoi. Eric, hein, il est hyper Ouais. simple, hyper En normal. topoline. Allez, on passe à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Regardez cette belle animation. Bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash et si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple. Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit de renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de cette vidéo. C'est juste en dessous, vous ne pouvez pas le louper, ou dans les commentaires. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux sont interdits, les jeux d'argent sont interdits, sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Merci à Winamax de nous soutenir. Allez, retour sur vos pronos du Grand Prix d'Autriche. Qui a la bonne pioche cette semaine? Oh là là. Alors, on est chez Red Bull, alors je vais dire Max, Piastri, Russell. Piastri, Russell. Max, Charles, Piastri. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Max Mais Max, c'est en Max, terre Max. simple. Allez, je vais faire un truc fou. Allez, Max, Russell, Norris. Ouais, c'est jamais. Norris, qui aurait pu gagner l'année dernière sans l'accrochage avec Verstappen, donc là il va gagner. Verstappen, qui va faire deuxième. Et allez, sur la lancée, George Russell sera troisième. Moi, je vais mettre Max, Russell et Leclerc, soyons fous. Wow. Bon, il faut que je prenne des risques. Moi, je vais mettre Leclerc. You got me. Oh, Oh là là. l'élu. Ce Enfin, le serait- deuxième élu. Ce serait le moment ou jamais, parce que là, il faut vraiment qu'il rebondisse. Leclerc, Max, Norris. Je mets un grand-père sur le podium, c'est-à-dire Lewis Hamilton. Je vais le mettre deuxième. Devant lui, je vais mettre Oscar Piastri. Et autant que Lewis soit entouré que de genoux, je mets Antonelli troisième. Si seulement. Bien, j'ai 2 mots à dire à notre monteur Gatien qui se fout de notre gueule chaque semaine, mais c'est très réussi. Allez, place à présent à vos pronos pour le Grand Prix de Silverstone. On commence le week-end prochain et on commence avec Guillaume. Écoute, je ne vais pas changer. On a l'opération remontée qui est initiée. Donc Gasly. Norris va gagner chez lui aussi à Silverstone. On aura du mal
on aura du mal à pas avoir Piastri deuxième, malheureusement. Donc deuxième, on récupérera que 7 points. Et allez, Verstappen va revenir troisième. Justine. Moi, je vais mettre Norris, Verstappen, Leclerc. Laurent. Moi, je vais mettre, pour faire aller Guillaume, je vais mettre Piastri, Max et Lewis. Lewis à domicile, ce serait beau. Donc, Camille. Alors, moi, je vais miser sur la pluie. À partir de là, tout change. Donc, je mettrai Max, Lewis et Charles. Christophe. Lando, Charles et Max. Et quant à moi, je mise sur Piastri, Norris et George Russell. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve lundi prochain pour le débrief. Soyez au rendez-vous du Grand Prix de Silverstone. Ça va vite en ce moment. Un week-end toutes les semaines. Un Grand Prix chaque week-end, ou presque. Je vous rappelle que désormais, On refait la F1. Ça tombe bien, c'est tous les lundis désormais. Et pour être prévenu en temps réel, ils sont dissipés de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Merci Laurent, merci Justine, merci Guillaume, merci donc Camille et Christophe. À la semaine prochaine, salut.